Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est très heureux de vous retrouver en ce lundi pour parler de football européen. On a un thème, on a un gros thème. On a un thème qui pue la testostérone, les capitaines, le top 5 des capitaines de clubs au 21e siècle. On va faire ça avec Walid Acharchour. Salut Walid. Salut Romain, salut à tous. Comment ça va? Attends, j'enlève les alertes, j'enlève les notifs. J'enlève les notifs. Toi aussi, t'as été notifié sur Twitter juste à ce moment-là? Exactement. Non, j'aime bien l'introduction là. Ça sent le leadership, hein. Je sais pas si c'est préparé, si c'est de l'improvisation. Non, c'est de l'improvisation totale. Tu m'as mis dedans tout de suite. Parce qu'il faut savoir que moi je suis réveillé depuis 45 minutes. Pour être honnête, voilà, je suis sur le fuseau horaire Ramadan. Ramadan, confinement et live Instagram. Donc voilà, mais là tu m'as remis dedans. Voilà. Et je m'excuse auprès des socios pour les poches, etc. Pour la gueule, c'est qu'encore une fois, pollen, plus ramadan, plus confinement, plus fatigue, je peux vous dire que je suis cabossé. Ouais. Je peux dire que je suis cabossé. Et vous allez voir, hein, sa voix va devenir de plus en plus normale au fur et à mesure de l'émission, parce que là, voilà. Voilà, exactement. On est ensemble pour faire ce top 5 des capitaines au 21e siècle. Mais il y a déjà The Alchimiste sur le chat qui nous dit, mais qu'est-ce qu'on définit? Qu'est-ce qu'un capitaine? En fait, on a tous une vision un peu différente. On va mettre tous les critères pour essayer de faire ce top 5. Mais attends, sachant qu'on va aller très vite, juste avant de passer à ce dont on doit parler, parce qu'on a un thème sur lequel on doit revenir. On a un petit thème, ouais. Juste avant, pour vous dire que on va être mollo sur ce top 5. C'est pas, le numéro 1 n'est pas forcément numéro 1, le numéro 2 n'est pas forcément numéro 2. Il y a une sensibilité qui est complètement différente en fonction du club qu'on supporte, de la sensibilité qu'on a. Donc en gros, si vous êtes dans les 5, c'est qu'il y a plus ou moins égalité entre chacun. Je dis ça si jamais les capitaines en question nous regardent. Hein. Si vous êtes dans les 5, c'est que c'est déjà pas mal pour vous. Avant de passer aux critères. Tu devais pas être là, toi. On est lundi et je suis là. À la base, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis là. Est-ce qu'on raconte l'appel, la note vocale qu'on a reçue samedi vers 5h30 du matin? Oui, si, on est obligé. 5h30 du matin, on est obligé. Heure où normalement personne n'est debout. Là, toute la rédaction de tout. Bah là, c'est comme si c'était 15h, moi, pour moi. Ouais, voilà. 5h30. On reçoit une note vocale de la part de Sam Vasselin qui nous dit: les gars. Mais il nous dit avec une tête, on n'a pas la tête, mais le son de la voix est assez bizarre. On l'imagine. Les gars, je suis pas bien. J'ai ma serrure qui est complètement forcée. Et donc, je vais devoir rester chez moi pendant 3 jours, le temps que le serrurier revienne. Bon, ok. Romain, es-tu disponible? Moi, perso, je trouve ça un peu bizarre qu'ils se rendent compte à 5h du matin. Oui, mais confinement, normalement. Oui, mais bon, c'est pas très grave, ça. Romain, es-tu disponible? Bien sûr, je suis là lundi. Y a pas moi, tu sais, tu peux compter sur moi, t'as l'habitude. Enfin, voilà. T'inquiète pas, repose-toi sur l'épaule. Et là, on a Samuel Vasselin qui a vu nos top 5 tout à l'heure. Exactement, qui commence un peu à taquiner. Qui commence à dire à Walid qu'il fait n'importe quoi, que. Enfin, voilà. Exactement. Et je l'appelle. Et donc, on l'appelle. Et là, vas-y, je te laisse. Et là, on m'appelle, et puis on l'appelle, et puis il me dit, ouais, et puis il nous raconte son week-end, quoi. Et je pense qu'on est sur la plus grosse arnaque. Non, parce que là, on va faire un. Là, c'est un thème sans aucun doute. Là, t'es Julien Courbet, et moi, je suis le mec qui, tu sais, le mec qui analyse, là, comme ça. Oui, non, mais attendez, là, on est sur une arnaque de très grande qualité, etc. Et il s'est fait allumer, quoi. Il s'est fait défoncer. Mais il s'est fait défoncer. On va pas donner le prix parce que, encore une fois, il va sûrement être en justice. On verra ce que donnera le procès. Exactement. Donc on veut pas trop en dire. Mais entre l'intervention le samedi soir, la pièce, qui est beaucoup plus chère que ce qu'on pense. Hein. C'est une serrure. Hein. Voilà, c'est une serrure. Et la main d'œuvre. Ouais. Mais apparemment. Moi, je pensais pas que ça allait lui faire plus qu'un permis de conduire, tu vois. Mais après. Non, mais encore une fois, on va pas en dire trop parce que l'affaire n'est pas terminée. Peut-être que l'assurance nous regarde. Peut-être que le juge nous regarde. Mais sincèrement, si on va pas vous dire le prix. Hein, mais moi, quand il m'a dit le prix, j'ai pleuré du sang tout de suite. Et bien sûr. Parce que c'est un ami avant tout. Et bien sûr, Fares Hachem qui était là pour adoucir la situation. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je te l'aurais fait à 35 €. Mais j'ai un oncle qui l'aurait fait. J'ai un oncle, il a eu le même souci hier, il l'aurait fait pour 200 €. Alors que le mec, il l'a eu pour 7500. Bon, allez, on va parler foot juste avant. T'aimes ça, hein. Bien sûr qu'on t'aime ça, mais on espère que tu seras là vendredi. Hein. Mercredi. Il dit mais oui, je suis à sec, je fais chansons et danse pour les mariages dès la fin du confinement, il nous dit ça. Il m'a dit oui, c'est le prix confinement. Voilà, il y a quand même 25 000 € de main d'œuvre, quoi, à un moment donné. Parce que le mec, en fait, faut pas oublier, mais le serrurier là,
Parce qu'apparemment, il faut raconter l'histoire, il est venu avec sa femme. Il est venu avec sa femme pour faire la serrure. Ils sont partis aux Maldives. Mais oui, il a dit, attends chérie, j'ai pas fait de serrure depuis 1 mois et demi. Là, on tient un mec. Je peux te dire qu'on va tout lui prendre. Regarde-le, c'est lui. C'est lui. Il fait club des 5. Les sociaux, si vous voulez vous marier avec nous, n'hésitez pas à liker l'émission, balancez-nous des petits pouces bleus, il y a déjà pas mal de gens qui sont là sur le chat, balancez-nous des likes, on a besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne du Club des 5 s'il y en a qui nous découvrent, on est là le plus souvent possible pendant ce confinement, on essaie de vous sortir un peu du train-train quotidien qui est ce confinement un peu douloureux. On va passer aux critères, avant de passer à ceux qui auraient pu y être, ceux qui auraient dû y être, on va passer aux critères. Le critère pour un capitaine, forcément, les perfs en club, c'est peut-être pas le premier critère, mais si tu as été 12e du championnat comme Loïc Perrin toute ta carrière, ou si tu as gagné des champions, forcément ça rentre un peu plus dans le... On a quelques joueurs de légende quoi, dans ça. Voilà. Le leadership, l'impact sur ton vestiaire, l'impact peut-être avec l'environnement du club aussi, la trace que tu laisses, la longévité. Forcément, un capitaine, on peut être un capitaine 2 ans, mais bon, après, c'est voilà. On peut aussi le fait de ne pas trahir son club. Fred Déhu, capitaine exemplaire du Paris Saint-Germain, mais bon, quand tu pars à l'Olympique de Marseille l'été d'après, c'est un peu compliqué. C'est un peu chiant, et tu deviens capitaine de l'OM en 6 mois. Donc voilà, voilà à peu près tous ces critères, sachant que tous les joueurs qu'on a retenus, que ce soit dans ceux qui auraient pu y être ou dans les top 5, suivant les affinités que vous avez avec certains clubs, ils peuvent facilement rentrer dedans. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je préviens tous les FC clubismes qui vont défendre énormément les capitaines légendaires de leur club. Moi, dans mon top 5, pour la première fois, le classement, j'ai 5 capitaines légendaires. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, moi. C'est très J'aurais même 6, moi. J'aurais même 6 parce que mon numéro 5, mon numéro 6 qui n'est pas dans mon top 5, il est dedans, quoi. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est-à-dire que clairement, il n'y a pas de oui, pourquoi t'as mis lui en 1 premier? Non, mais lui, il a fait la bise, il a fait truc, nanani, non, ne vous inquiétez pas. C'est l'une des premières fois où, peut-être la première fois où mon classement, il est facultatif, quoi, parce que tellement la carrière de ces mecs-là sont incroyables dans ce registre-là de leader hors pair pour leur équipe. Si Thiago Silva n'est pas premier, je ne comprends plus rien. Spoiler alert, Thiago Silva n'est pas dans nos classements. Si tu veux aller regarder, il y a Hanouna ou il y a quelque chose. Mais c'est assez révélateur parce que Thiago Silva est un capitaine qui, sur le terrain, est à 1 ou 2 exceptions près quand même assez exemplaire, montre l'exemple, un modèle aussi de professionnalisme. Mais il ne rentre pas dedans parce qu'il y a une question de charisme. Il y a juste à voir mon magasin, quoi. Oui, aussi. Ce qu'il y a dans mon magasin, à un moment donné, Thiago Silva, il n'a pas sa place, tout simplement. Ouais, exactement. De toute façon, là, on va faire les mentions. On va faire les mentions. Par qui on va commencer? Tiens, on va commencer par John Terry. John Terry, on ne l'a pas mis dans notre, dans notre top 5. Capitaine légendaire de Chelsea. Il représentait aussi ce Chelsea-là, celui de Roman Abramovich, en fait, depuis qu'il a repris le club, avec jusqu'à cette Ligue des Champions en 2013. Maintenant, est-ce que John Terry est un capitaine légendaire et exemplaire en tout point? Je pense pas, et donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas rentré. Moi, qui a vraiment joueur extraordinaire. Quand tu parles de Chelsea, du Chelsea de Mourinho notamment, tu parles de John Terry et Lampard. John Terry parce qu'il a le brassard de capitaine. Après, le problème de John Terry, c'est qu'il y a eu quelques histoires, que ce soit en sélection avec notamment Wayne Bridge, l'histoire avec Capello. Il y a eu quelques casseroles qui malheureusement. On va pas dire que tous nos capitaines sont exemplaires, oui, bien sûr, et irréprochables, parce que c'est pas le cas. Mais il y a eu il y a le penalty au Stadio Olimpico à Rome en finale de Ligue des Champions où il glisse, c'est lui qui glisse, où il glisse. Voilà, t'as ces petites choses là qui font que par rapport à ce que j'ai, malheureusement il aurait pu y être, mais il n'y est pas. Pas de Philippe Lam dans nos classements. Philippe Lam ni Oliver Kahn, parce qu'il est demandé aussi sur le chat, on n'a pas mis de joueurs du Bayern dedans. Pas de Philippe Lam. Pourtant, Philippe Lam, là aussi sur le terrain, rien à dire, mais peut-être qu'il y a peut-être un manque de charisme qui dégage. On n'a pas l'aspect patron et leader d'équipe dans le caractère de Philippe Lam.
ça compense avec d'autres qualités. C'était un joueur passe-partout extraordinaire, peut-être un des meilleurs latéraux de l'histoire. Mais il manque ça pour être un capitaine charismatique. Pour reprendre une phrase légendaire d'un animateur qui nous avait fait beaucoup de mal dans un top 5, quand je pense à Philippe Lam, c'est pas le capitaine qui vient en premier, tu vois. Et voilà, c'est un joueur formidable, c'est un joueur légendaire. Oui, il a été capitaine de la Mannschaft. Oui, il a été capitaine du Bayern de Munich. Mais peut-être que j'ai une analyse biaisée par rapport à ça, ou peut-être que je le sous-cote par rapport à ça. Mais j'ai des mecs dans mon magasin qui m'ont fait beaucoup plus forte impression dans ce secteur de capitanat, de leader sur le terrain que Philippe Lam, tout simplement. Ouais, on me dit Romain comportement. Oui, comportement. Ouais, comportement. Qui en a pas mis d'autres dans Lauréate? Vous allez me dire qu'il n'y en a pas mis d'autres. Pas de Vieira. Pas de Vieira, oui, c'est vrai, pas de Vieira, on n'y a pas pensé. On en a parlé hier au téléphone, parce que pas de Vieira à Arsenal, quand tu parles de captain, c'était Captain Vieira, quoi. Je me rappelle de ce petit brassard jaune avec le C, là. Il mettait son... Comment ça s'appelait? C'était Vaporub, là? C'est comme du Vicks Vaporub. Exactement, il mettait ça. Et puis il avait un leadership, une prestance. Non, moi, pas de Vieira, franchement, il m'a fait rêver en tant que capitaine. Malheureusement, il s'est pas inscrit dans la... Enfin, si, il est resté pas mal de temps à Arsenal. Mais derrière, il est parti à la Juve, à l'Inter, à Manchester City. Et ça fait que... il n'a pas pu, et même avec l'équipe de France, même si là on parle que des clubs, mais voilà, ça fait que sa légende en tant que capitaine, elle n'est pas aussi grande que ce que j'ai en magasin. On nous dit Zidane. Là encore, on est sur les capitaines de clubs. Et Zidane a été capitaine de l'équipe de France que vers la fin de sa carrière. Donc, et pour moi, Zidane n'a jamais été un capitaine naturel. Ça n'a jamais été un capitaine naturel. Mais en tout cas, on parle vraiment de club. Pas d'Alessandro Del Piero. Et pourtant, quand on interroge les supporters turinois, ils disent Capitano. Il y en a un autre qui s'appelle Capitano, il reviendra peut-être, mais pas d'Alessandro Del Piero. Quand on interroge les supporters turinois, ils disent Del Piero Buffon. Buffon est un grand capitaine, mais Del Piero, c'est Del Piero. Il y a notamment le fait d'être descendu en Série B. Alors que tu es quasiment encore à un très très haut niveau et tu es resté avec la Juventus, c'est ça qui fait qu'il a été adulé, adoré par tous les supporters turinois. Je peux comprendre que beaucoup de mecs mettent Del Piero. Je pense que si tu es supporter de la Juventus, tu le mets tous les jours. Après, je sais pas, j'y ai pensé, mais encore une fois, je vais me répéter, c'est un peu le bingo Walid, mais quand on voit les 5 mecs que j'ai, et encore, moi j'en ai laissé un 6e, ça me fait très très mal de le laisser, je crois que tu l'as mis toi. Mais ouais, non, malheureusement, je sais pas, Del Piero il me faisait rêver dans d'autres aspects que sur le côté capitaine. On l'avait mis pour les tireurs de coups francs, je crois qu'on l'avait mis. Ouais, on l'avait placé, je crois, on l'avait placé, mais il y a beaucoup, voilà, ça reste un joueur extraordinaire, ça reste un joueur dantesque, mais... non, je pas pu le mettre. Il y en a deux qui ont été capitaines du Real de début des années 2000 jusqu'à milieu des années 2010. C'est Casillas et Raoul. Les deux, je vais les associer, on ne les met pas ensemble. Il y a un système de désignation du capitaine au Real qui fait que c'est pas forcément le plus méritant, mais c'est le plus ancien. Qui est automatiquement capitaine. Ça va souvent avec, mais je vois par exemple actuellement... Benzema vice-capitaine. Oui, Benzema vice-capitaine. Il y a Marcelo, je crois. Non, il y a Marcelo avant. Marcelo avant, alors que Marcelo est peut-être pas le plus grand leader du vestiaire, le deuxième plus grand leader du vestiaire du Real. Donc c'est une méthode de capitanat qui peut s'entendre. Pour autant, ni Raoul ni Casillas, parce qu'on a plus fort en fait, c'est parce qu'on a plus fort en magasin quoi. On va spoiler parce qu'on a choisi un autre mec du Real et après Raoul, le problème de Raoul c'est que excellent joueur, joueur sous-coté je pense moi par rapport à ce qu'il a réalisé au Real Madrid, mais malheureusement comme pour l'Espagne, avec le Real, il gagne une Ligue des Champions 2002, mais une Ligue des Champions 2002 c'est Hierro qui est capitaine. Et c'est un bambin à ce moment-là. Un peu il est quand même influent. Hein, bien sûr, mais il marque un but. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il est derrière Zizou, en termes de leadership, soit sur le terrain ou même en termes de capitanat, tu as quand même Hierro, et puis derrière, le Real ne gagne rien avec lui en tant que capitaine. Ça aussi, et comme avec, on parle pas de la sélection, mais ça influe. La même chose pour Casillas. Casillas, le problème c'est quoi? Il gagne 2014. Mais déjà, il y a eu l'épisode Mourinho. Il avait été remis en question. Et surtout, pour moi, Casillas, si tu me dis capitaine de sélection, je le mets dedans. Parce qu'il a tout gagné avec l'Espagne. Et là, on en parlait notamment avec Sam dans le top 5 des gardiens. Ok. Mais derrière, j'ai préféré, moi, récompenser SR4
dans son influence par rapport à Casillas, et je pouvais pas mettre quand même 3 mecs du Real, quoi. Les deux derniers qu'on va faire. J'aimerais juste passer par un mec en Ligue 1 parce que sinon on n'en aura pas du tout. Juninho, Ouais. Juninho qui a tout gagné avec l'Olympique Lyonnais. Là encore, je me suis permis d'aller interroger plein de supporters lyonnais, savoir qui de Juninho, Chris Cassapa peut-être représentait plus le rôle de capitaine. C'est Juninho qui ressort à chaque fois et ça se ressent même encore maintenant avec son poste de directeur sportif et l'amour qu'il dégage auprès des supporters lyonnais. C'est vrai qu'il représentait aussi ces années fastes, hein, les années OL du début des années 2000, Juninho, et c'est une logique d'en parler un petit peu. C'est vrai que si on commençait à sortir des capitaines en Ligue 1, à part Loïc Perrin, j'en parlais tout à l'heure, c'était un peu compliqué. Si on faisait les top 5 capitaines Ligue 1, il serait premier, bien entendu. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, il manque ce côté légende, il manque ce côté aura en Europe, emmener son équipe très très loin. Et encore une fois, quand on va... Juninho, il est là en 2010, je ne me rappelle même plus. En 2010 je crois qu'il n'est plus là. Il est plus là en 2010. Non, 2010, il est plus là. Il ne fait même pas de... Il est plus là, pas de demi-finale. Après, encore une fois... Oui, après, il y a des quarts et il y a des circonstances qu'on connaît. Mais... PSV, Milan, il est là, hein, dans tous ces gros matchs-là. Mais voilà, pas assez de grosses performances, mais ça reste un capitaine hors pair et qui a influé sur une performance incroyable, hein. Même le PSG sous QSI n'a pas réussi à faire 7 championnats d'affilée. Lui a été le leader de cette équipe monstrueuse. Sur le chat, il y a Bellissimo qui nous dit capitaine de sélection et de club, c'est deux mondes à part. Effectivement, c'est pour ça qu'on a bien séparé les deux. Je donne juste ceux qui ont été proposés. On nous propose Vincent Kompany, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais bon, c'est là aussi Vincent Kompany, beaucoup de blessures aussi. Pour aller loin en Europe, ça a été un peu plus compliqué. Je regarde s'il y a d'autres noms qu'on ne va pas encore spoiler. Cannavaro en club, pas tant que ça capitaine, donc c'était un peu... Plus Paolo Cannavaro à Naples que... Paolo Cannavaro à Naples aurait pu largement être dans un capitaine, oui, ça c'est vrai. Dans un top 5. Un dernier, j'aimerais en parler aussi parce que je trouve que c'est peut-être ce qui représente le plus le capitaine, parce que footballistiquement, c'est pas le meilleur joueur. C'est Gabi de Atlético. Gabi qui représente peut-être le symbole du capitaine, celui qui est indispensable sur le terrain, un peu à la Didier Deschamps à l'époque, indispensable sur le terrain et pas forcément footballistiquement le plus brillant, quoi. Ouais, pas le plus brillant, mais après on a vu que derrière sa fin de carrière, l'Atlético a eu beaucoup de mal à le remplacer. Moi, je trouve qu'il a été sous-coté, Gabi. Et même moi, je l'ai beaucoup sous-coté parce que c'est vrai qu'il paye pas de mine sur le terrain. Il fait pas des choses extraordinaires. C'est pas Coquet, c'est pas Saúl Ñíguez, c'est pas Thomas Partey. Mais ce qu'il arrive à l'équilibre qu'il arrivait à et surtout, moi, il y a des matchs contre le Barça ou contre le Real où il insufflait quelque chose, un état d'esprit, une grinta. L'Atlético de Diego Simeone en 2014, Gabi, à l'image des Raúl Garcia, à l'image des Arda Tourán, quand il fallait mettre le pied, quand il fallait hausser le niveau de jeu et l'intensité dans des grosses rencontres, le monsieur, il donnait pas sa part au chien. Et c'est vrai que quand tu parles de capitaine, oui, tu penses à Gabi. Malheureusement, après, j'ai pas eu l'occasion de le mettre au top 5. C'est peut-être parce que justement, au moment, les qualités de footballeur sont obligés de sortir aussi. On nous parle de Diego Godin, qui n'a pas forcément été capitaine, justement à cause de Gabi. Roy Keane est un... Diego Godin, elle a été allé avec l'Uruguay, mais encore une fois, il a été sur la fin quand Gabi, mais c'était un peu trop. C'était en termes de longévité. On nous parle de Jordan Henderson, peut-être que Jordan Henderson rentrera dans cette catégorie-là. Wayne Rooney, pourquoi pas. Voilà. On passe au top 5 ? On passe au top 5, on y va. Allez, on passe au top 5, sachant que on s'est un peu parlé avec Walid, on sait à peu près qui est dans quel top 5. C'est un top 5, top 6. Hein. Moi, celui que j'ai pas en 5, mais que Walid a... Tu commences. Ah bah ouais, non, mais c'est pareil pour toi. Hein. C'est vrai. C'est pareil. On nous a dit Chiellini aussi. Chiellini, pourquoi pas. Ouais, Chiellini. Voilà. Après Chiellini, c'est Buffon qui était capitaine, non ? Oui, Chiellini, il y a du Buffon et il y avait Del Piero avant. Donc bon, c'est un peu... C'est ça le problème. On y va pour le 5 ? On y va pour le 5. Allez, c'est parti. Tu me dis. Hein. Allez, on y va. Hein. On y va. Francesco Totti, Javier Zanetti. Allez, on
on va le dire, hein, t'as pas Javier Zanetti dans le top 5, Ouais, j'ai pas Francesco Totti, et ça nous emmerde. Et ça nous emmerde vraiment en fait. Ça m'emmerde plus que toi, moi. Tu rigoles ou quoi? Moi, ça me déchire de pas mettre. En fait, de pas mettre Totti. En fait, c'est la première fois, je vous le dis sincèrement, qu'on fait les top 5 ensemble, où on s'appelle, etc. Parce que d'habitude, il y a une part de mystère, mais celui-là, on se l'est fait au téléphone, on s'est fait un kiff hier. Ouais. Et on se renvoyait des messages à 3h, 4h du matin, et il me dit, Walid, mais Totti, je peux pas l'enlever, Totti. Et après, il me renvoie un message, je lui réponds pas. Et il parlait on en parlera tout à l'heure par rapport à d'autres mecs, et après, il fait. Moi, j'ai grave la haine et je le vire. Je suis hyper vénère. Je pense que, vous savez, je pense que il va parler de Totti. Je vais être plus passionné que lui. Je vais être plus passionné que lui sur. Voilà. Et attention, parce que Javier Zanetti, j'ai Bilal Ghazi notamment de l'équipe qui nous suit beaucoup. Il m'a envoyé un message dès que j'ai mis sur le compte Instagram. Il m'a dit Walid, s'il n'y a pas Javier Zanetti dans votre top 5, je vous boycotte à vie. Il est là, Javier Zanetti. Il est là. Tu veux qu'on commence par qui? Par Totti ou Vas-y, on commence par Totti. Allez, vas-y, Francesco, il capitano. Fares, dis-moi si je garde la pancarte en mode. Ouais, garde à vue. Mais c'est bien parce que ça te fait ton réveil aussi, donc c'est bien. En mode garde à vue ou d'accord, en mode garde à vue. Donc ouais, Francesco Totti parce que tout simplement, El Capitano, El Grande Capitano, et puis je te le disais tout à l'heure en off, mais moi c'est un vrai argument. Moi je jouais numéro 10 étant petit et mon rêve c'était d'être 10 capitaine quand j'ai commencé le football. Ouais. C'est pour moi, c'est numéro 10 capitaine, c'est une chose à part, quoi. C'est une classe. T'as pour moi le meilleur poste. Et t'es le capitaine de ton équipe, t'es leader technique et leader moral. On dissocie souvent les deux dans le football. Ouais, mais ok, lui c'est le leader technique, Griezmann c'est le leader technique. Ouais, mais lui le leader dans le vestiaire c'est un tel. On a souvent dit ça. Ouais, Deschamps c'est le leader, mais Zidane c'est le leader technique. Et le mec, c'était les deux. Lui c'était les deux, dans le même club, c'est une légende. Et puis ce qu'il faisait sur le terrain, quoi, à un moment donné, moi je veux bien, tu vois. Par exemple, Zanetti, le problème de Zanetti, c'est que Zanetti, t'es obligé de le sous-coter par rapport à un Totti. Par rapport à son poste, tu veux dire? Non, par rapport à ce que Totti m'a procuré. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que, et pourtant ça me fait chier, parce que Zanetti, on le sous-cote tout le temps. Alors que c'était un joueur extraordinaire. Mais Totti... Moi, je vais aller aussi dans le sens de Walid. Donc, on va rappeler quand même, il est capitaine en 98. Il commence capitaine en 98. 98, il a 22 ans. C'est pas mal. 22 ans, t'es capitaine. Tu t'arrêtes après en 2017. Il s'arrête Francesco Totti, meilleur buteur de la Roma, joueur qui a le plus de matchs avec la Roma. Ce qui est important, c'est quand même aussi les preuves d'amour qu'il a eues pour la Louve. En 2002, en 2003, pardon, il y a Chelsea qui pose 150 millions pour Emerson et Totti, dont 120 seulement pour Totti. En quelle année? En 2003. D'accord, 2003 c'est pas mal quand même, 150 millions. C'est 150 millions, 120 pour un seul joueur, ça aurait été le plus gros transfert de l'histoire à l'époque. C'est refusé parce que Totti préfère, voilà. Il continue en 2009, il prolonge à la Roma. En 2009, il a encore un bon niveau. Il prolonge à la Roma en baissant son salaire pour faciliter les manœuvres de la Roma sur des transferts. En 2011, il refuse les Los Angeles Galaxy qui lui propose 14 millions d'euros à l'époque. C'était encore aussi un gros salaire. Donc voilà, Francesco Totti, c'est l'amour d'un seul club. Ça joue énormément. Moi, il est 6e parce que ça me fait chier. Mais il est 6e et parce que je voulais parler de Javier Zanetti. Mais c'est un joueur extraordinaire qui a procuré des émotions folles et qui représente véritablement le capitaine. Et ce qui est fou, c'est que un mec comme Daniele De Rossi, derrière, pourrait être un capitaine emblématique qui pourrait aussi entrer dans le caractère dans notre top 5. Mais comme il y a Totti avant, De Rossi, on n'y pense pas du tout, on n'y pense pas une seule fois. Hein, voilà. Donc voilà, Francesco Totti qui est ton 5e. Tu veux rajouter des trucs dessus ou pas? Non, tu t'as tout dit, Romain. À un moment donné, l'aura que tu as dans le club, la trace, on n'aura plus de Totti aujourd'hui dans le football moderne. Et au-delà du capitanat, on parle d'une légende, quoi. On parle d'un club qui a pensé à marquer l'histoire de son club avant de marquer son histoire à lui, en essayant d'aller gagner des Ligues des Champions ailleurs. Et rien que pour ça, rien que pour son talent, rien que pour ce qu'il faisait sur un terrain, sincèrement, refaites-vous des... Parce que là, on parle de capitanat, de leadership, mais il y a aussi
il y a aussi ce que tu fais sur le terrain avec le numéro 10 et avec le brassard. Parce que si c'est pour que tu aies le brassard et que tu aies une charrette dans le dos et en étant pas bon, c'est bien beau d'être capitaine. Hein. Mais là, on parle des capitaines. Là, ça fait quelque chose. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je dis, mes 5 mecs, vous allez voir mes 5 mecs, mais vous pleurez du sang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est impossible de faire des classements, tellement les contextes sont différents, tellement les postes sont différents, tellement l'aura est différente. Mais ce mec-là, j'étais obligé de le mettre, moi. Ouais. Francesco Totti, j'aimerais juste qu'on voit la déclaration justement de Daniele De Rossi sur Francesco Totti, parce que c'est aussi important de savoir ce que les gens pensent de toi quand tu es là-bas. Jouer avec Totti a été un honneur qu'ici à Rome, les gens comprennent, parce que jouer avec lui n'est pas une chose qui arrive à beaucoup de gens, et profiter de cela en tant que romanista pendant si longtemps, c'est quelque chose dont je me vante et que je pourrais raconter à tout le monde. Voilà, l'impact de Totti, c'est fait que tu en parles à tes enfants, quoi. Quand tes enfants te diront à Rome, est-ce que tu as joué avec Totti, papa? Oui, je m'appelle Olivier Dacour. Il y a cette photo avec le selfie là, contre la Lazio de Rome. Je m'appelle Olivier Dacour et j'ai joué avec Totti. Voilà. On passe à Javier. On passe à Javier. Déjà, il a un prénom magnifique. Ouais, parce que Pourquoi il a un prénom magnifique? Parce qu'il y a un certain Flaco qui d'accord, vient redorer après ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Javier Zanetti, lui aussi capitaine emblématique de l'Inter, plus de 850 matchs avec l'Inter. Il est resté 19 ans, il a gagné 16 titres là-bas, dont une C3 et une Ligue des Champions. Voilà, il est capitaine de 99 à 2014. Ça fait pas mal quand même. 5 petites années, quoi. Enfin, 15 petites années, c'est plutôt pas mal. Il y a une anecdote. Zanetti, c'est un exemple de travail. Alors, on va mettre moi, je vais essayer de pas trop parler du rôle sur le terrain, peut-être plutôt un peu plus, mais faire leur terrain, parce que c'est aussi ce qui est important pour un capitaine. Zanetti, il y a une anecdote, c'est que quand il se fait le genou à 40 ans, 40 piges, hein. Il se fait le genou, première action, je dois juste changer les pneus. Voilà, c'est ça, la mentalité de Javier Zanetti, c'est ça, c'est un monstre de travail du début à la fin de sa carrière de la même manière. C'est un leadership extraordinaire. Je me rappelle, il y a une anecdote, c'est quand Gasperini devient entraîneur de l'Inter, c'est en 2011. Zanetti est à la Copa América à l'époque, donc il ne peut pas accueillir l'entraîneur, mais il a tenu à avoir des conversations téléphoniques de plusieurs heures avec Gasperini pour essayer de lui imprégner de la mentalité interiste. Donc voilà, Javier Zanetti, c'était le capitaine. Ouais, voilà. C'est pour ça que je le mets. Hein. Je le mets. Pour moi, Zanetti, Totti, c'est pareil. Hein. Il y en a un qui n'est pas dans mon top 5, mais c'est son importance, sa classe, que ce soit avec les adversaires, avec ses coéquipiers, être le relais du coach. Pour moi, quand tu parles de capitaine, c'est le joueur témoin, quoi. C'est le joueur clé, le joueur idéal, le professionnalisme à l'état pur, mais pas que. Et le problème, c'est que Zanetti est souvent sous-coté, et je le disais tout à l'heure, que ce soit dans les mentions, même moi, par rapport à un Philippe, on parlait de Philippe Lam tout à l'heure, Zanetti, par rapport à d'autres joueurs offensifs, je vais toujours préférer, parce que c'est le football, c'est comme ça, et puis il faut l'assumer. Mais ça reste un joueur qui, voilà, quoi, sur le terrain, parle souvent de Buffon, d'un tel en termes de classe, mais Zanetti, voilà, tu dis chapeau, quoi, chapeau, chapiteau, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est vraiment et puis il y a ce triplé en 2010 sous Mourinho, ou ce match contre le Barça, à l'aller, au retour, cette épopée, non, vraiment chapeau, j'ai énormément d'estime pour Zanetti, moi. J'aimerais qu'on voit une déclaration, celle de Francesco Coco, qui était coéquipier de Javier Zanetti à l'Inter. Zanetti n'était pas le premier à aller parler avec l'entraîneur, c'était l'entraîneur qui venait parler avec Zanetti. Ça vous donne l'aura du joueur, car il savait que Javier connaissait parfaitement l'ambiance du groupe, il était très, très présent dans la vie de l'équipe. C'est vrai que c'était presque un adjoint, en fait, c'était un adjoint sur le terrain, Javier Zanetti. Un adjoint et un excellent joueur, quoi. Pas mal comme. En plus, ouais, ça peut aider. Double fonction, c'est le joueur parfait. Et Zanetti faisait partie de cette caste, et il a laissé une trace immense à l'Inter Milan. Ouais.
Javier Zanetti, donc voilà, qui est 5e. On va rappeler que dans ce top 5 des capitaines, donc Walid a mis Totti, moi j'ai mis Zanetti. On a un top 5, top 6. Hein, parce que voilà, moi j'ai pas Totti, mais ça m'emmerde au plus profond. Lui n'a pas Zanetti et je pense que ça l'emmerde tout autant. Donc voilà, on est ensemble, on est ensemble pour essayer de parler de tous ces capitaines-là. Que là encore, on va le répéter. Hein, on a mis 5-4-3-2-1, mais c'est plus une énonciation de capitaine plutôt que avoir un véritable ordre. Après, tu vois, ça dépend à chaque fois de la sensibilité. Exactement. YouTube et Insta ont plein de problèmes en ce moment. C'est peut-être depuis que tu es la star d'Insta et la star de YouTube que les réseaux sociaux n'arrivent plus à suivre. Je crois que c'est le boursin qui nous a mis dans une sauce, le boursin. Le boursin sur le dernier live Instagram, depuis on veut plus qu'on fasse d'émission. Le boursin, la voisine, il y a énormément de choses qui mettent des bâtons dans les roues. Si c'était facile, Romain, la vie, ça n'aurait pas de charme. Numéro 4. Effectivement. Numéro 4, on y va. Allez. Comme son numéro, tiens. C'est un petit indice, ça. Ouais, c'est un petit indice, ouais. Ouais. Pas mal, le petit. De quoi? Moi, j'ai mis. Steven Gerrard, Sergio Ramos. Je pense qu'on en reparlera chacun d'entre nous. Donc peu importe qui commence parce que ça reviendra par la suite. Tu veux parler de Stevie G? Ouais, Stevie G, Steven Gerrard qui a fait j'ai fait un petit peu le buzz avec Silama Pongol sur une embrouille légendaire avec El Hadji Diouf. Mais ouais, Steven Gerrard pour moi c'est le capitaine hors pair, c'est dans la lignée de Totti. Ce sont des joueurs qui ont fait la majeure partie. Bon, Gerrard est parti en MLS derrière, mais ont fait la majeure partie de leur carrière à Liverpool, l'enfant du club. Je parlais de ce brassard de capitaine, moi, qui m'a traumatisé, le petit jaune là avec le C là qu'il y avait en Première Ligue. Très simple, hein. Ouais, très simple, mais très Steven Gerrard en fait. Voilà, exactement, le numéro 8, il a fait partie quand on parle de leadership, il a fait partie pour moi de la plus grande remontada que l'histoire n'ait jamais connue avec ce 3 partout en 2005 où il a l'initiative d'une deuxième mi-temps complètement folle. Que dire, moi j'ai pas énormément de mots, hein. Je pense que les images et la trace qu'il a laissée en Première Ligue, même s'il y en a qui te diront oui, il a pas gagné la Première Ligue, etc. Mais pour moi, c'est voire le meilleur milieu de terrain à un moment donné sur la planète football. Et c'est un leader hors pair sur le terrain et en dehors. Bon, il y en a qui diront que Carragher a aussi été un joueur qui a beaucoup aidé Gerrard dans le vestiaire. Mais Carragher n'était pas capitaine officiellement. Nous, ce qu'on avait de visu, c'était lui. Et quand tu mêles le joueur et le leader, on a un beau petit combo. Alors le problème un peu de Steven Gerrard, ça va être, il y a la remontée légendaire de la finale d'Istanbul, mais il n'y a pas de championnat. Oui. Malheureusement, en plus, c'est peut-être le symbole l'année de la glissade, de la glissade à Chelsea. Donc c'est pour ça aussi qu'il manque peut-être ça, mais Steven Gerrard, c'est là aussi, comme on en parlait pour Totti, l'amour d'un seul club européen. D'un seul club. Il y a eu des offres. Il y a eu des offres pour Steven Gerrard. Il y en a eu de Chelsea. Il y en a eu du Real. Il y en a eu des offres pour essayer d'avoir Steven Gerrard quand il était à son prime, à son pic. Il a toujours décidé de rester à Liverpool. Et c'est moi j'en reparlerai un peu après. Mais c'est un joueur extraordinaire. On a déjà mis que c'était mon 3. Bon très bien. En fait, parce que toi, je crois que t'as Sergio Ramos en 3 toi aussi. Oui, c'est ça. Ouais, donc on va faire les deux en même temps. Donc en gros, moi je parle de Steven Gerrard. Déjà c'est Stevie G, il y a pas de E à Stevie G. Hein, j'ai fait exprès d'en rajouter un. Pour le Steve. Le Steve, exactement. Voilà, c'était une mentalité, c'était une patate complètement folle. Steven Gerrard, c'était un leader charismatique, pas forcément exemplaire non plus en dehors du terrain, parce qu'il pouvait sortir, il pouvait aller boire, il pouvait se battre dans des pubs avec des gens, mais il a incarné Liverpool pendant toutes ces années. Et de la même manière qu'on a parlé tout à l'heure de De Rossi et de Totti, on ne mentionne pas De Rossi parce qu'il y a eu Totti avant. On ne mentionne pas Henderson qui a l'air d'être un très bon capitaine aussi, parce qu'il y a Steven Gerrard avant, un joueur fou et un impact sur Liverpool, sur la ville de Liverpool
le club qui est complètement dingue. Voilà. Parce qu'on parle de la remontada, mais je parlais notamment d'un match avec Florence Sinama-Pongol sur mes lives. Ce match contre Olympiakos, notamment le dernier match de poule où Liverpool est obligé de gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier contre l'Olympiakos de Rivaldo, et il fait une deuxième mi-temps extraordinaire et c'est lui qui met le troisième but, un troisième but tapé Liverpool-Olympiakos à la Gerrard, quoi. Et ça aussi c'est le côté de Steven Gerrard positif, c'est-à-dire il entraîne tout un stade, toute une ville, toute une équipe derrière lui pour aller chercher des performances incroyables. J'aimerais qu'on voit la déclaration de Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso, milieu assez respectable dans l'histoire du foot. C'est pas mal ce qu'il a fait. Mon héros, mon ami, on se souviendra sûrement de lui comme l'un des grands. Il y a tant de bonnes choses chez Steven Gerrard. Il est tellement inspirant dans les moments clés. Il a cette différence, cette étincelle si difficile à définir. C'est aussi important d'avoir ça, parce que il y a être un leader dans les moments où ça marche bien. Il y a aussi être le leader quand ça va mal et pouvoir régénérer son effectif et pouvoir véritablement prendre toute son équipe sous son aile et donner le bon message. Bien entendu, parce que tout n'a pas été rose avec Liverpool, mais on parle quand même d'un mec qui a gagné, je crois qu'il avait 19-20 ans, l'Europa League avec le numéro 17 contre Alaves, quand Owen est Ballon d'Or, et derrière il gagne la Ligue des Champions. Donc en l'espace de 4 ans, il avait déjà fini le jeu en Europe. Voilà, c'est pas mal, quoi. C'est plutôt, voilà, on prend. Après, on sait très bien que dans une carrière, on n'a pas tout ce qu'on veut. Il y a plein de mecs. Buffon n'a pas eu cette Ligue des Champions, mais il a eu énormément de titres en Italie. Il a eu cette Coupe du Monde. Gerrard, il a pas eu la Première Ligue. Il a pas eu une immense carrière avec l'Angleterre, mais il a gagné 2 coupes européennes avec son club. Et il les a gagnés de bien belle manière. On s'en souvient un petit peu. Steven Gerrard, voilà, numéro 4 pour Walid, il sera numéro 3 pour moi, donc on passera au 2 et au 1 par la suite. Mon numéro 4, qui est ton numéro 3, Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est très spécial parce que, moi je vais le dire honnêtement, en fait c'est imposant. Sergio Ramos, c'est imposant. Il s'impose dans ce top 5. On n'a peut-être pas forcément envie de l'inviter parce il passe une belle soirée. Voilà, il y a tellement de. il est là, voilà, parce que il est pas exemplaire, Sergio Ramos, que ça soit sur le terrain parfois, que ça soit même en dehors. Voilà, il est pas un modèle pour tout le monde. Mais quel meneur d'homme! Quel meneur d'homme que Sergio Ramos. Si on n'a pas pu mettre, on a parlé dans la première partie de l'émission, on a parlé de Raoul et de Casillas. On voulait pas mettre 3 mecs du Real dedans, mais voilà, s'il faut en récompenser un, c'est lui. Alors peut-être parce qu'il est tout aussi présent dans les Ligues des Champions remportées par le Real en 2014 et par la suite, il est capitaine des 3 de suite. Est-ce qu'il y a un facteur qui est fou avec Sergio Ramos? C'est les buts importants dans les moments clés, alors que tu es défenseur central. On ne peut rien dire. Il y a un moment où tu es obligé de t'incliner. Quand il te met un doublé en demi-finale de Ligue des Champions, quand il te met un but à la 93e, alors qu'Atlético avait déjà quasiment levé le trophée. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Leader hors pair. Alors bien entendu, chacun se fera son opinion sur le garçon, parce que oui, il y a une part de vice, il y a une part d'expérience, mais ça aussi, ça fait partie du facteur capitaine, et pour montrer à tes coéquipiers qu'il faut avoir ce don de soi dans ces grandes rencontres. Mais tu l'as dit, des buts très très importants, but contre le Napoli en 8e de finale de Ligue des Champions, doublé quand il y a le 4-0 du Real face au Bayern de Guardiola, but contre l'Atlético Madrid, l'une des plus grandes clims que l'histoire ait connue, le but en finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid en 2016, et ce tacle où il ne prend qu'un jaune contre Carrasco à la 93e, alors que Carrasco file au but en face à face sur Navas. Voilà, c'est la faute sur Salah, en finale de Ligue des Champions. Tout ça, ça fait partie de la légende de Sergio Ramos, et tu l'as dit, que tu aimes ou pas Sergio Ramos, tu es obligé de le mettre dans ton top 5. Moi, je l'ai mis 3 parce que même si en termes de longévité, c'est pas celui qui a la plus grande longévité en termes de capitaine, mais ce qu'il a réalisé, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée en étant capitaine du Real Madrid. Et je pense qu'avec Sergio Ramos, si tu es dans le camp adverse, bien sûr que tu le détestes.
Ah bah bien sûr. Hein. Mais qu'est-ce que t'aimerais bien l'avoir dans ton équipe, ce mec-là? Qu'est-ce que t'aimerais bien l'avoir dans ton équipe, capitaine, au poste de numéro 4 dans une Ligue des Champions? Et on le voit, le palmarès, 4 Ligues des Champions, 3 en étant capitaine, 4 champions d'Espagne, 8 fois équipe du UEFA de l'année, 10 fois équipe FIFA, 6e du Ballon d'Or en 2017, 4 Coupes du Monde des clubs. Voilà, il a fini le jeu, sans parler de ce qu'il a fait en Espagne, parce qu'on parle que des clubs. Comment ne pas mettre Sergio Ramos? Pour moi, c'est impossible. Sergio Ramos qui est mon numéro 4 et ton numéro 3. J'aimerais qu'on voit les déclats de Karim Benzema sur Sergio Ramos parce que c'est important de véritablement voir le ressenti des coéquipiers. Sergio est un leader, notre capitaine, il est l'exemple pour tout le monde et il marque aussi des buts. C'est un bon tireur de pénalty, c'est l'idéal pour nous. Ça c'est aussi ce qui caractérise Sergio Ramos. Quand Cristiano Ronaldo s'en va, Sergio Ramos se met à être le tireur de penalty en disant en gros vous êtes sympas vous les attaquants, essayez de faire vos stats, j'en ai rien à battre, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Et puis si je peux mettre 3-4 Panenka, je les mets. Oui, en plus, y a pas, c'est pas je mets un penalty et je tire un penalty. Ouais. J'ai eu l'habitude d'en mettre un à 20 000 km au-dessus, mais non, maintenant spécifique Panenka. Exactement. Et puis ça passe. C'est ça. Non, c'est Sergio Ramos. C'est Sergio Ramos. Sergio Ramos, donc qui est mon numéro 4 et qui est ton numéro 3. Du coup, on va passer au 1 et au 2, ça va être rapide, hein, ça va être bien. Ça fait nous du bien de faire des émissions un peu plus courtes. On se le fait en deux là et on met le 1 en haut et le 2 en bas. Vas-y, on y va. On le fait en diagonale comme ça. Exactement, Allez, le 1 en haut, le numéro 2 en bas. On va rappeler les top 5. En 5, tu as mis Francesco Totti, j'ai mis Javier Zanetti. En 4, tu as mis Steven Gerrard, j'ai mis Sergio Ramos. En 3, tu as mis Sergio Ramos, j'ai mis Steven Gerrard. Toi, tu as mis le 2 en haut et le 1 en bas. Ok, alors moi aussi j'y vais. Hop. Je pense qu'on connaît, hein. On voit à peu près de qui on parle. Ouais, j'ai hésité, j'ai voulu mettre Benjamin Nivet, mais il n'y avait pas de... Benjamin Nivet aurait pu, hein. Ouais. Aurait pu. C'est parti. Donc toi, tu as mis en 2 Carles Puyol et en 1 Paolo Maldini. Et moi, j'ai mis en 2 Paolo Maldini et en 1 Carles Puyol. Comme quoi, on est plutôt d'accord tous les deux. On va commencer par Paolo Maldini. Ils auraient pu être un des deux. Ah, de toute façon, on va le rappeler. Hein, ouais. C'est l'un et l'autre. Hein, les classements, c'est vraiment une question de sensibilité. Si vous avez 5 ou les 6 qu'on a énumérés, c'est déjà plutôt pas mal. Paolo Maldini. Paolo Maldini, ouais. Le capitaine, ouais. Lui aussi. Bon, il n'a pas été surnommé capitaine, mais petite carrière sympathique. Il sort le Milan sort d'une période où c'est Francesco Baresi, certain charisme aussi, capitaine, pas mal. Maillot retiré, qui arrête, et celui qui prend le relais, c'est Paolo Maldini, et il lâchera plus le brassard jusqu'à sa retraite en 2009, quoi. Ouais, c'est ça. 2003, il gagne la Ligue des Champions. En 2005, il y a cette remontada finale. Il fait quand même 3 finales de Ligue des Champions. 2007, il arrête en gagnant une Ligue des Champions derrière. Je crois qu'il arrête un an après, mais fin 2009. Ouais, en soulevant la coupe. Je crois qu'en 2007, il est élu encore meilleur défenseur de l'année, alors pour titre un peu honorifique. Je me rappelle à l'époque, il y a eu pas mal de discussions comme quoi il avait été parlé de lui donner un ballon d'or à titre c'était en 2004 qu'il est défenseur de l'année, un ballon d'or à titre honorifique pour toute sa carrière. Finalement, c'était Kaka qui l'avait eu cette année-là, mais c'est... Voilà. Non, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, quand vous me dites capitaine de club, capitaine d'un seul club, capitaine légendaire, je mets Maldini, parce que l'aura qu'il a laissé sur le terrain, la classe, Maldini, c'est Maldini, quoi. C'est une capacité à fédérer sur le terrain, une capacité à être le relais. Vous voyez, tout ce qu'on a dit sur Zanetti, pour moi, Maldini, c'est la même chose, sauf que c'est un cran au-dessus. Et donc c'est déjà pas mal. Plus de charisme, peut-être plus de palmarès aussi. Justement, plus de palmarès, plus de longévité. Et puis on parle d'un mec qu'on a retiré son maillot dans l'un des plus grands clubs au monde, quoi. Ils sont deux, hein, Baresi et Maldini. Le numéro 6 pour Baresi, le numéro 3 pour Maldini. C'est des choses qui se font beaucoup au basket, mais le faire au Milan AC. Tu vois, quand tu commences ta carrière, tu te dis je vais être capitaine de ce club-là pendant 10 ans. Je vais gagner beaucoup de trophées et on va retirer mon maillot. On ne reverra plus un numéro 3 avec ce maillot-là. On parle du maillot du Milan AC. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Louan Cuiseau, mais on ne parle pas de Louan Cuiseau. On parle du Milan AC. Et après, à un moment donné, voilà, quand tu as fait tout
quand tu réfléchis à ça, quand tu constitues ton top 5, moi j'ai énormément d'admiration pour Puyol et j'aurais pu aussi le mettre numéro 1 parce que c'est un capitaine fantastique, mais j'ai préféré mettre Maldini numéro 1. Sur le chat, on me dit mais pourquoi vous parlez pas de Terry ou de Lam? On en a parlé dans les mentions, c'était un peu en dessous. Elle est belle cette photo de Maldini et de Totti ensemble, capitaine ensemble, ils sont les deux dans le top 5. On me dit Hamsik, on n'y a pas pensé dans les mentions honorables. Ouais. Juste moi pour faire le tatillon, pourquoi je l'ai mis que 2 et pas numéro 1? Il y a une sensation aussi on a parlé de toutes les caractéristiques pour être capitaine et dans ce classement. Il y a le rapport peut-être avec les supporters, avec Maldini qui fait un peu tâche dans le bilan. Il a été souvent en guerre entre guillemets avec les ultras. Il a souvent pas aimé certaines critiques que pouvaient faire les ultras. Il a eu pas mal de mots un peu parce forts. qu'il défendait son club. Parce qu'il défendait ses joueurs, son etc. Club, aussi. Son équipe, c'est le rôle d'un capitaine. Mais ça s'est ressenti jusqu'à son dernier match, son dernier match à San Siro où il y a une banderole des ultras de la Curva qui est un peu contre Maldini. Merci pour tout, de la part des ingrats, je crois ils avaient dit ou un truc dans ce genre-là, parce qu'ils avaient retenu que Maldini les avait appelés comme ça. Donc c'est une minorité des supporters milanais forcément, mais ça rentre un petit peu en compte. Donc c'est aussi pour ça que moi je l'ai pas mis numéro 1. Il y en a qui disent si on prend en termes de footballeur, Maldini est devant Puyol. Oui. C'est clair. Mais c'est peut-être aussi pour ça que pour moi Puyol est le numéro 1. T'as envie encore de parler de Maldini? Non, je pense que moi encore une fois, tu veux que je te dise moi, Romain, pour ce genre de légende, les mots. Trop de mots, non mais sincèrement, trop de mots, trop de phrases, c'est parfois pas opportun, tu vois. Alors peut-être que les seuls mots qui vont compter sont peut-être ceux de Gennaro Gattuso. Oui. Gennaro Gattuso qui parle de Maldini, ça donne pour faire partie des grands champions, vous devez être cohérent, même en dehors du terrain, et le talent ne suffit pas. Être celui qui arrive toujours à l'heure, qui fait son travail et qui respecte toutes les règles, pour cette raison, Maldini est le plus fort du monde, car il était toujours sur la bonne voie. On se rappelle le taquet qu'il avait mis à Gourcuff notamment, Maldini, quand Gourcuff était à Milan, c'était pas mal. Hein. Ouais. Sur le professionnalisme, etc. En parlant d'un mec qui sait mettre à des taquets à ses coéquipiers, même quand ils sont en train de gagner. Ouais. Carles Puyol. Ouais. Carles Puyol qui est moi numéro 1, numéro 2 pour toi. Là encore, en tant que footballeur, oui, Carles Puyol n'est pas le plus esthète de tous les défenseurs, même s'il a une abnégation complètement folle. Mais c'est un exemple. Moi, j'ai envie de retenir beaucoup plus les actes de Carles Puyol contre ses coéquipiers pour essayer de les garder concentrés. Je me rappelle d'une célébration de Thiago et de Dani Alves, Thiago Alcantara et de Dani Alves après un but qui commençait à danser et Puyol qui les arrête complètement et qui fait non, allez vous replacer tout de suite. Il y a plein de... Il y avait une embrouille, je sais plus contre qui. Il y a plein d'images comme ça. Je me rappelle d'un joueur, je crois que c'était un joueur d'Osasuna qui prend à partie Puyol, qui lui crache dessus et qui s'en va parce qu'il venait de prendre un rouge. Et Ronaldinho va vers le joueur pour essayer de lui mettre une peigne. Et c'est Puyol qui vient de se faire cracher dessus par l'adversaire qui va arrêter Ronaldinho. Il y a plein d'histoires comme ça autour de Carles Puyol. Je vais en rappeler encore après. Sur le terrain, quel exemple que Carles Puyol, que ce soit arrière droit ou défenseur central. Ouais, non, c'était un joueur, encore une fois, hein, bien entendu que Maldini ou Sergio Ramos, où il y a plein de défenseurs qu'on peut mettre au-dessus. Et encore une fois, hein, c'était pas un joueur ridicule, hein, c'était un joueur qui avait un très très bon niveau, qui a joué dans le Grand Barça, qui a joué avec des joueurs comme Rafael Marquez, comme Gérard Piqué, comme Sergio Ramos en équipe nationale et d'autres. Mais c'est vrai que le facteur capitaine rentre énormément en compte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, Puyol, j'aurais pu le mettre numéro 1 tous les jours, sans aucune gêne, parce que ce qu'il réalisait sur le terrain, en termes de comportement, c'était la classe à l'état pur, quoi. Cette capacité à toujours fédérer, et puis le professionnalisme, la hargne, la grinta, puis il avait une tête de fou, quoi. Déjà, il avait une tête de fou, il avait une tête avec cette coupe de cheveux, il pouvait tacler à n'importe quel moment, Je me rappelle je crois que c'est un de ses entraîneurs qui lui avait demandé de se couper les cheveux, et Puyol lui avait dit non, mais moi je suis comme ça. On me laisse ma coupe de cheveux. Je me demande c'est pas Van Gaal. Je crois que c'est Van Gaal qui les images parlent d'elles-mêmes.
d'elle-même, quoi. Sincèrement, regardez-moi cette image, je sais pas, non, mais cette image que j'ai en face de moi, là, c'est waouh! C'est cette chevelure, cette prestance, ce charisme, ce brassard de capitaine, ce qu'il pouvait en dégager sur le terrain. Puyol, c'est Puyol. Puyol, c'est Puyol. Puyol, qu'est-ce qu'on a d'autre comme oui, il y a forcément l'image de laisser la Ligue des Champions à Eric Abidal. Eric Abidal, c'est lui qui est le capitaine de ce Barça-là. Mais non, Puyol décide de lui laisser porter la Ligue des Champions parce que Abidal revenait de cette greffe du rein. Et donc voilà, il y a cette image-là. Il y a eu pareil, il y avait, je me rappelle des matchs contre le Milan, où Ronaldinho était au Milan, et sur les photos d'avant match, Puyol dit à Ronaldinho non, viens avec nous, viens faire la photo avec nous. Tu vois toute la photo, donc les 11 joueurs du Barça et Ronaldinho avec un maillot du Milan. Voilà, Puyol, c'était ça, c'était un leader extraordinaire qui savait mettre des taquets à ses coéquipiers quand il le fallait, parce qu'il sentait qu'il pouvait dévier du droit chemin, mais qui savait aussi tout être exemplaire sur le terrain. Et il donnait pas sa part au chien pour mettre 2-3 taquets aussi à la oui, non, il savait. Je me rappelle, lors d'un classico, je crois que c'est vers 2011, c'est quand, au moment de la rivalité vraiment Guardiola-Mourinho, où il y a quelqu'un qui lance un objet, c'est à Madrid, il lance un objet sur Gérard Piqué qui commence à partir, à tomber, à faire regardez, etc. Puyol, il prend l'objet, je crois que c'est une batterie de téléphone, il le balance comme ça en disant concentre-toi, concentre-toi sur le jeu, on n'a rien à battre de ça, là, on fait le match et on joue. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que. Et puis en plus, au Barça, il y a beaucoup de joueurs qui clivent comme ça. Piqué clive, Busquets, il y a beaucoup de Alba même, ouais. Alba, voilà, le Barça, c'est le FC Petite Garce, etc. Puyol, que tu sois barcelonais ou pas barcelonais, tout ça. Ils te disent. Non, ok, respect, merci. Il a fait l'unanimité, ce mec-là, c'est un grand monsieur du football. Sa carrière parle d'elle-même. Il a été un capitaine, un exemple pour les autres. Il a toujours été le premier à arriver à l'entraînement, le premier à courir, le premier en tout. Il m'a beaucoup aidé tout au long de ma carrière. Il a sans doute été l'un des joueurs les plus grands. Je ne peux que le remercier. C'est un joueur très intelligent, un des meilleurs dans toute l'histoire du Barça. Voilà ce que dit Pep Guardiola sur Carles Puyol. C'est aussi pour ça peut-être qu'il a pu aussi bien s'intégrer. Guardiola, quand il arrive au Barça, il connaît la maison, certes, mais il est encore novice comme entraîneur. C'est grâce à des cadres comme Puyol qu'il a pu réussir. Ça a été une aide considérable pour Pep Guardiola, et je pense que sa déclaration parle d'elle-même. Ça a été le relais. On parlait beaucoup de Zanetti tout à l'heure, mais c'est le but aussi d'un capitaine, de faire passer les idées du coach, de faire comprendre aussi à ses partenaires que le club et l'équipe vont dans la bonne direction. Il y a juste à voir notamment l'interview de Samuel Eto'o sur Beansport pour voir qu'à un moment donné, quand Guardiola arrive avec ses choix, il y a quelques incohérences sur certains joueurs, etc. Qui n'était pas facile à faire, un message qui n'était pas facile à faire passer à tout le monde, quoi. Exactement, il a souvent dit voilà, Puyol, il nous a réunis, etc. Ça a été vraiment le relais essentiel, et on le voit aujourd'hui, l'aura qu'il a laissé sur le terrain se traduit encore aujourd'hui en 2020, où pour la succession de Bartomeu, qu'est-ce qu'on dit quand on dit qui va être le prochain président? C'est le candidat qui va être proche de Puyol ou proche de Xavi, parce que c'est des mecs qui ont laissé une trace immense dans ce club auprès des socios. Donc voilà, je pense que tout est dit par rapport à ça. Ouais. Carles Puyol, donc, qui est le numéro 2 dans le top de Walid, numéro 1. Chez moi, Carles Puyol, le plus grand capitaine de club au XXIe siècle. On va récapituler, on va revoir tous nos top 5, on va les revoir. On va commencer par celui de Walid. Il est beau ton top 5. Paolo Maldini en 1, Carles Puyol en 2, Sergio Ramos en 3, Steven Gerrard en 4, Francesco Totti en 5. T'étais bien coiffé sur cette photo. La calvitie ne se voyait pas. Ouais, c'est vrai que c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Et on va voir le mien de top 5 maintenant. On a à peu près les mêmes. Carles Puyol en 1 pour moi, Paolo Maldini en 2, Steven Gerrard en 3, Sergio Ramos en 4 et Javier Zanetti en numéro 5. Par contre, la photo, le câble comportement, à un moment donné, on a vu petit câble avec le téléphone. Où tu la vois là? Ah si, on peut la remettre. Le téléphone. Bah oui, mais tu sais, il faut communiquer. Il faut communiquer avec sa rédaction. C'est vrai que ta table est un petit peu brouillonne. Tout le temps.
tout le temps, mais c'est la marque du travail. Oh, tu me regardes, tu me fais rêver. Les socios, j'aimerais déjà m'excuser au nom de YouTube pour tous les petits bugs que vous avez eus. Vous avez vu qu'en début de vidéo, j'ai dit bon, on est lundi pour charrier Samuel. Aujourd'hui, on est mardi et vous voyez cette vidéo. C'est parce qu'on a eu quelques bugs de YouTube. On voulait absolument terminer cette émission et vraiment la faire et la mettre produit fini de qualité et la mettre en replay. Donc voilà, on s'excuse des petits bugs qu'il y a eu. On les fait, on essaye de les rectifier un maximum. On va essayer de faire d'autres types d'émissions aussi de chez nous où il y aura beaucoup moins de bugs aussi non seulement pour respecter le confinement, mais en plus pour rendre un rendu quali avec de plus en plus d'intervenants. Donc vous allez voir ça sera sur la chaîne du Club des 5. J'aimerais remercier Fares Hachem à la rédaction en chef de cette émission, toutes les équipes éditoriales du Club des 5 qui ont participé à cette émission. Je n'ai pas tous les noms, mais il y a eu du Maxence Vénon, il y a eu du Marius Cassoli, il y a eu du Sébastien Ferreira, il y a eu du Victor Théron, il y a eu du Barnabé Deveau. On les prend tous, et ils sont là. C'est pas mal, j'aime bien. Merci à Vincent Fournier, à la technique et la réal, parce que comme vous le voyez, nous, sans la technique et la réal, on ne peut rien. La prochaine fois, j'aimerais qu'il y ait un peu moins de bugs, mon petit Vincent, mais je suis sûr que tu vas pouvoir travailler sur tout ça. N'hésitez pas à liker l'émission, c'est important. On va avoir besoin, si elle est en replay, celle-là, on va avoir besoin, comme elle est en replay, on va avoir besoin de tout votre soutien. Balancez-nous des petits likes, des petits pouces bleus, et puis abonnez-vous à la chaîne du Club des 5 si vous nous découvrez. On est là pour parler de foot le plus souvent possible. Merci à toi, Walid. Je sais que tu étais fatigué parce que bon. Tu arrives tôt. Et c'est ça, on fait le boulot. Enfin, tôt sur ton décalage horaire. C'est ça, exactement. Je suis en Australie. Tu viens, voilà. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, on va se donner rendez-vous. Il y aura des émissions encore dans la semaine. Et sur Instagram aussi, il y en aura avec des petits clubs des champions, des petits quiz. Passez une bonne soirée et à très vite dans le Club des 5. Ciao tout le monde.